7 adolescents explorent un bâtiment abandonné. Un ancien centre pour mineurs. Pas d'électricité, des couloirs sombres. L'un d'eux soulève une porte tombée au sol. Et en dessous, ils découvrent une chose qu'ils n'auraient jamais dû voir. Un corps, une jeune femme, couverte d'une étrange substance dorée, entourée de bougies. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que la police va découvrir derrière ce meurtre est bien plus sombre qu'un simple crime. C'est une secte, et cette femme n'est peut-être pas leur première victime. Un jeudi soir, dans le comté de Monroe, Michigan, les adolescents filment leur exploration. Puis ils tombent sur le corps. Ils paniquent. Ils courent vers leur voiture. Et l'un d'eux appelle le 911. On explorait un bâtiment abandonné. Et je crois qu'on a trouvé un corps. La police d'État arrive sur place. Un immense campus abandonné. Des dizaines de pièces. Aucune lumière. Les agents dégainent et avancent, pièce par pièce, 1 heure de fouille. Personne d'autre à l'intérieur. Ils reviennent vers le corps. Et d'abord, ils pensent à une sans-abri, morte d'une overdose. Mais en s'approchant, cette idée s'effondre, parce que ce qu'ils voient n'a aucun sens. Le corps est couvert d'une substance dorée. Sur le visage, sur les bras, sur le cou, des bougies disposées autour, et sur les jambes, des marques étranges, des symboles. Ce n'est pas une overdose, c'est une mise en scène, un rituel. Les empreintes révèlent son identité. Kayla, 22 ans, du coin. Les secours confirment 2 choses. Elle est là depuis un moment, et ses blessures à la tête correspondent à 3 balles. Alors, qui met en scène un corps comme un rituel? Et pourquoi? Les agents épluchent les caméras de la ville. 2 semaines d'images, et ils la retrouvent. Le soir du 15 février, Kayla traverse un pont. Elle s'arrête, elle se retourne, et elle monte dans une voiture noire. La plaque mène à un homme, Stephen Bales, 44 ans. Un homme contre lequel Kayla avait une ordonnance de protection. Les agents foncent chez lui. Mais sur la porte, une note. Lui et sa femme sont partis en lune de miel. Le timing est trop parfait. Ils appellent. Il ne répond jamais. Steven a disparu. Si cette affaire vous glace autant que nous, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque semaine, nous décortiquons les dossiers les plus sombres de la chronique criminelle. 2 semaines passent. Toujours aucune trace de Steven. Puis, à 150 km de là, dans l'Ohio, un appel inattendu. Un jeune homme de 19 ans dit que quelqu'un essaie de le tuer. Il s'appelle Bryn. Et quand la police de l'Ohio le rencontre, il lâche une bombe. Il connaît le tueur de Kayla. Il vivait avec lui. Et il a une vidéo d'aveu. Bryn raconte une histoire glaçante. Un homme, Steven, hébergeait 8 personnes dans un appartement d'une seule chambre. Pour vivre là, il fallait tout lui donner. Sa carte d'aide alimentaire, son argent, tout devenait à lui. Et si tu partais, il te retrouvait. Et tu devenais le prochain. Ça ne ressemble plus à un groupe d'amis, ça ressemble à une emprise. Les enquêteurs du Michigan sont prévenus. Et une chose les obsède, cette vidéo d'aveu. Ils exigent de la voir. Bryn la montre, et ce qu'elle contient dépasse tout. Une femme, à l'écran, avoue. Elle dit avoir tué Kayla, mais elle ne s'arrête pas là. Elle dit un chiffre. 16. J'ai tué 16 personnes. La femme sur la vidéo s'appelle Kalin. 33 ans. 16 meurtres. Est-ce vrai ou est-ce une mise en scène? Les enquêteurs doivent le découvrir. Ils appellent Kalin. Elle est aussi dans l'Ohio. Ils lui demandent de venir au poste. Et, curieusement, elle accepte, comme si elle avait déjà un plan. Le lendemain, elle arrive avec son avocat, mais une surprise l'attend. Des détectives du Michigan ont fait le déplacement pour elle, et son histoire commence à se fissurer. Elle jure qu'elle n'a rien fait, qu'elle est un amour, qu'elle serait incapable de faire du mal. Puis on lui demande
Quand elle a vu Kayla pour la dernière fois, elle répond « Autour de la Saint-Valentin ». Et là, le détective se fige, parce que la date du meurtre n'a jamais été rendue publique. Kalin vient de dire quelque chose qu'elle ne devrait pas savoir. On lui montre la vidéo d'aveu. Elle nie. Elle dit qu'on l'a forcée. Puis, elle met fin à l'entretien. Et comme la police n'a pas encore assez de preuves, elle est relâchée. Mais le lendemain, le mandat pour l'appartement de Steven tombe. Et ce que les agents trouvent à l'intérieur est glaçant. 7 personnes vivaient dans cette seule pièce. Et partout, un thème revient. La faucheuse. Steven se faisait appeler Grim. Dans son journal, il appelait sa femme la Dame de la Mort. Le groupe avait un nom. Les Reapers. Les faucheurs. Ce n'est pas un gang. C'est une secte. Puis, une photo Facebook arrête les enquêteurs. Le mariage de Steven, le jour de la Saint-Valentin. Sur la photo, Steven, sa femme, Bryn, Kalin et 4 inconnus. Les détectives comprennent que d'autres personnes étaient impliquées. 2 d'entre elles, Alex et Sierra, avaient été prises sous l'aile de Steven. On les convoque. Et là, l'histoire se met en place. Steven ciblait des gens au plus bas. Des toxicomanes, des sans-abri, des âmes perdues. Il leur offrait un toit, une famille, un sentiment d'appartenance, puis il les vidait de leur argent et les contrôlait par la peur, un manipulateur, un chef de secte. Et Kayla, dans tout ça, elle était l'une des 3 femmes de Steven, sa femme, Kalin et Kayla. Une rivalité que Steven attisait lui-même, jusqu'à ce qu'il décide que Kayla devait disparaître. Il l'a dit, elle doit partir. Puis les détectives rappellent Bryn. Et cette fois, la vérité éclate. Bryn n'était pas qu'un témoin. Pendant des semaines, il avait séduit Kayla en ligne. Il se faisait passer pour son petit ami. C'est lui qui l'a attiré dans le piège. Ce soir-là, Bryn conduisait. Steven était caché à l'arrière. Ils ont récupéré Kayla. Ils l'ont emmenée au bâtiment abandonné. Et les rôles se dessinent. Bryn l'a pas. Alex a fourni l'arme. Sierra faisait le guet. La femme de Steven surveillait un scanner de police, prête à alerter. Kalin a appuyé sur la détente. Et Steven a tout orchestré, sans jamais se salir les mains. Mais Steven, lui, est encore en fuite. Jusqu'à ce que des caméras de banque le repèrent. Les enquêteurs le localisent à plus de 1000 km en Caroline du Nord. Une équipe d'intervention encercle la maison. Il refuse de sortir. Il se barricade. Il faut du gaz lacrymogène pour le faire sortir. 6 semaines après le meurtre, Steven est arrêté. Au poste, on sépare le couple. Et un par un, ceux qui l'a contrôlé se retournent contre lui. Même sa propre femme le désigne comme le cerveau. Puis vient l'interrogatoire de Steven. Il joue l'innocent. Il dit qu'il n'était pas là, qu'il était en lune de miel. Mais en voulant protéger Bryn, il lâche une phrase de trop. Il se place lui-même au moment du meurtre. Exactement comme Kalin. Il s'incrimine sans le savoir. Quand le détective lui révèle une conversation qui le place sur les lieux, Steven se referme et réclame un avocat. Trop tard. Devant la loi, celui qui planifie un meurtre est aussi coupable que celui qui tire. La justice tombe. Alex, 5 à 10 ans, la femme de Steven, 13 ans et demi à 30 ans. Sierra, 18 ans et demi à 30 ans. Bryn et Kalin, 40 à 60 ans. Et Steven Bales, coupable de meurtre au premier degré. Perpétuité sans libération. Plus une seconde, perpétuité. Le chef de secte ne sortira jamais. Mais voici la question que cette affaire laisse ouverte. Kalin avait avoué 16 meurtres. Les enquêteurs n'ont pu la relier à aucun autre. Ils pensent que ces aveux ont été fabriqués sous la pression. Mais ils n'en sont pas certains. Et une secte capable de tout ça, en secret, pendant si longtemps.
Combien de temps a-t-elle vraiment opéré? Kayla était-elle leur première victime? Ou seulement la première qu'on a retrouvée? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez.